Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, donc, je vous souhaite la bienvenue au Mobilier National pour cette rencontre des Gobelins, la dernière de cette saison. On reprendra dans quelques semaines. Et c'est une rencontre dédiée à l'exposition de Palais disparus que vous avez, j'espère, eu le bonheur de découvrir. Et je laisse la parole tout de suite à Muriel Barbier pour introduire les intervenants. Et vous connaissez la formule. On se retrouve à la fin. Très bonne soirée, merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis très heureuse de vous présenter ce soir deux collègues du département des collections du Mobilier National, Julienne Tsang du service des travaux et Antonin Massé de l'Épinay du service de l'inspection des collections. Et cette conférence à deux voix qui s'inscrit dans le cycle Le textile et ses états, Napoléon et la relance manufacturière qui a été organisé dans le cadre de l'exposition Palais disparus de Napoléon, va vous permettre de peut-être voir comment les différents services de ce département des collections du Mobilier National travaillent main dans la main pour la préservation des collections et pour leur transmission aux générations futures. Alors plus en détail, je vous présente donc Julienne Tsang qui est titulaire d'un CAP en rentraiture de tapis et qui travaille donc à l'atelier de restauration de tapis du Mobilier National. Elle a fait sa formation au Mobilier National à l'atelier de restauration de tapis. Et puis par la suite, elle a obtenu un DUG d'art plastique, une licence d'histoire de l'art et un master en conservation préventive en 2014. Et donc depuis 2017, elle est chef de travaux d'art et depuis le 1er avril 2021, adjointe à la responsable de l'atelier de restauration de tapis. Donc c'est dire qu'elle est qualifiée pour le sujet de ce soir. À ses côtés, donc Antonin Massé de l'Épinay est inspecteur des collections au Mobilier National. Il est responsable de la collection de tapis anciens. Et il est également chargé du suivi des dépôts au ministère de la Justice, au ministère de la Culture et des dépôts également que nous avons au Mobilier National en Nouvelle-Aquitaine. Auparavant, Antonin Massé de l'Épinay a été responsable des collections anciennes du Musée des Arts Décoratifs et de Design de Bordeaux, ce entre 2014 et 2019, et également chargé, un peu avant, des collections anciennes du Musée Marmottan, donc entre 2010 et 2013. Et à ce titre, il a été notamment commissaire de l'exposition Les Sœurs de Napoléon, Trois destins italiens, donc première exposition consacrée à cette période par le musée parisien depuis 1984. Donc lui aussi, il est éminemment qualifié pour le sujet de ce soir, donc une conférence intitulée « Restaurer l'Empire », intervention sur les tapis présentés dans l'exposition « Les palais disparus de Napoléon », tapis que j'espère vous avez pu admirer dans la galerie des Gobelins, tapis très variés par leur lieu de création, par leur technique de tissage, par leurs motifs, mais je n'en dis pas plus et je leur laisse la parole. Merci beaucoup Muriel. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Nous avons convenu avec Julienne Tsang et en accord avec Marc Bayard et Valérie Ducos, que je tiens à remercier pour leur invitation et pour leur aide, de vous présenter le travail de restauration effectué sur les 5 tapis empire ou fragments de tapis présentés dans l'exposition Les Palais disparus de Napoléon de la manière suivante. Je vous ferai un bref historique sur chaque tapis et Julienne évoquera à la suite un aspect marquant de la restauration, le tout dans l'ordre chronologique de la tombée de métier des tapis. Nous avons choisi de ne pas évoquer ce soir le tapis de la Grande Galerie du Louvre présenté au rez-de-chaussée de l'exposition. D'une part parce qu'il date du XVIIe siècle et qu'il aurait semblé anachronique, pour le moins, dans une intervention baptisée « Restaurer l'Empire ». Et d'autre part parce qu'il a été justement choisi par les commissaires de l'exposition, parmi tous les autres tapis de la Grande Galerie conservés au Mobilier National, pour son très bon état de conservation. Nous commencerons donc notre intervention par le tapis le plus ancien, mis à part celui-ci, le tapis dit des cohortes, présenté dans la reconstitution du grand cabinet de l'empereur aux Tuileries. Précisons tout de suite qu'il ne s'agit pas du tapis qui figurait sous l'Empire dans cette pièce. Le véritable tapis du grand cabinet de l'empereur, également appelé tapis des cohortes, est une production de la savonnerie, du nom de la manufacture de tapis, installée dans une ancienne fabrique de savon située sur la colline de Chaillot, à l'emplacement actuel du palais de Tokyo, comme vous le savez.
Ce tapis est réalisé d'après un dessin de Jacques-Louis de Hamed de Saint-Ange, dit Saint-Ange, 1780-1860, auteur de très nombreux modèles pour les manufactures impériales puis royales. Tissé à partir de 1808, il est mis en place aux Tuileries le 30 décembre 1810. Modifié sous la Restauration pour en faire disparaître toutes les traces de l'Empire, il était surtout trop grand, 10,90 m sur 9,75 m, pour être exposé au premier étage de la Galerie des Gobelins. Les commissaires de l'exposition ont donc sélectionné un autre tapis des cohortes, plus petit, et qui, lui, a le grand avantage d'avoir conservé tous les emblèmes napoléoniens. Ce tapis n'est en revanche pas une savonnerie. Il est tissé entre 1805 et 1806 par la manufacture de Piat Lefebvre et Fils à Tournai, alors ville française. Afin de répondre aux multiples demandes pour l'ameublement des palais, dès le Consulat et plus encore sous l'Empire, la seule production de la manufacture de la savonnerie ne pouvait en effet suffire. Il était donc indispensable de faire appel aux ateliers privés comme ceux de Tournai ou d'Aubusson, comme nous le verrons plus tard. Présenté à l'exposition des produits de l'industrie de 1806, ce tapis vaut une médaille d'or à la manufacture et est acheté par Louis Bonaparte, frère de l'empereur et nouveau roi de Hollande, pour son palais d'Utrecht. À la suite de diverses pérégrinations dont je vous épargnerai le récit, il revient en France et entre au garde-meubles, ancêtre du mobilier national, en 1815. Il est ensuite notamment utilisé, sous le Second Empire, par le prince Napoléon à Meudon. C'est à ce moment-là qu'il est amputé de ses bordures, passant de 9,80 m sur 7,60 m à 7,65 m sur 6,56 m. Puis, on le retrouve dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, dans les salles du Congrès de Versailles, pendant tout le XXe siècle et jusqu'en 2007. Il tient son nom, comme le tapis du grand cabinet de l'empereur, des numéros des 16 cohortes de la Légion d'honneur, dominées par les aigles d'or. Je vais vous les montrer. Voilà les numéros des 16 cohortes, dominées par des aigles d'or et suspendus entre des faisceaux de licteurs qui partent de la croix de l'ordre de l'Empire, magnifiés au centre du tapis. Ces cohortes étaient une division administrative et géographique qui organisait l'ordre sur tout le territoire français. Le reste du décor est composé aux 4 angles d'un écu bleu à aigle d'or surmonté d'un casque couronné, le tout encadré de 2 créatures féminines jouant de la trompe et dont les bustes sont prolongés par des rinceaux d'acanthe. De leurs instruments, elles semblent souffler sur les tiges d'or qui sont ici, terminées par des pommes de pin et sur lesquelles s'enroulent des pampres de vigne. Elles semblent ainsi permettre une parfaite transition avec le propos de Julienne qui va justement vous parler de ces tiges. Merci Antonin. Alors c'est un tapis qui était très abîmé et d'ailleurs une partie a été découpée pour s'adapter au profil d'une cheminée. C'est pour ça que je veux vous parler vraiment de la reconstitution d'un devant de cheminée. Vous pouvez le constater, il y a une bande de moquette peinte qui comble la lacune. Merci Antonin. Je sais pas si voilà, elle est là. D'ailleurs, on peut voir que la peinture est presque effacée. Et des restaurations ont été nécessaires pour pouvoir aborder la reconstitution d'un devant de cheminée. Et je vais passer parce que je vais me concentrer surtout sur le retissage. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour voir en fait ce qu'on va retisser. Il fait à peu près un peu moins de 2 mètres de long sur 21 de large et sur certaines parties, sur 22 cm, il fait 38 de largeur. Alors, qu'est-ce qu'une lacune? C'est tout simplement un trou, un manque, une interruption de motifs d'un tapis. Et
Et pour combler en fait cette lacune, nous avons procédé à la reconstitution du squelette, de la structure du tapis. Merci. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire. Alors, pour combler cette lacune, nous devons, comme je vous avais dit, reconstituer la structure du tapis, puis la reconstitution du velours. Vous avez différentes étapes que je vous ai mis sur la diapo. Pour reconstituer la structure, il faut d'abord faire le chaînage, puis le tramage. Je vous expliquerai en quoi il consiste. Ensuite vient la reconstitution du velours, et là, il y a 4 étapes. Le calque, la recherche colorée, le tissage, puis vient la tonte pour justement recréer ce velours. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Alors, le tapis, avant de passer à la reconstitution de la structure, nous l'avons installé sur un établi en bois, velours contre la table. Nous avons donc sous les yeux, dans la première image, l'envers du tapis. En effet, le chaînage et le tramage doivent s'effectuer sur l'envers du tapis, car la structure chaîne-trame n'est visible et accessible que sur son envers. Alors, le chaînage. Ah oui, à chaque fois que je me retourne, on voit. Alors, les 2 nappes de chaîne, le chaînage est constitué de 2 nappes de chaîne avant et arrière. Vous avez le schéma sur le... Merci. Vous avez le schéma là. Là, c'est la chaîne arrière et ça, c'est la chaîne avant. Il faut imaginer qu'il y a 2 nappes de chaîne en quinconce, pas l'une sur l'autre, mais un peu en décalé. Et ces 2 nappes de chaîne forment la structure verticale du tapis, que viennent séparer des fils de duite. Et ensuite, les 2 nappes de chaîne sont ensuite à nouveau reliées par des fils de trame. Donc en fait, il y a 2 nappes de chaîne, 2 fils de duite et des fils de trame qui viennent les relier. Alors c'est en anglais, sur le schéma. Mais là, c'est la duite qui passe entre les 2 nappes de chaîne, et le sinuous weft, c'est notre trame. Et cette alternance de fils de duite et de trame forme le tramage. Cette structure chaîne-trame permet ensuite de recevoir les points noués que nous appelons nœuds Jordès ou turcs. L'ensemble des points noués forment ensuite des boucles de laine qu'on vient couper très régulièrement. Cette tente permet ensuite de réaliser le velours très serré et dense du tapis. Alors on voit une collègue en train justement de réaliser le chaînage. Nous commençons et finissons toujours le chaînage dans des parties saines. Cette étape permet comme vous avez compris, permet de reconstituer les 2 nappes de chaîne avant et arrière. Les fils qu'on utilise sont en coton et nous travaillons toujours avec une aiguille courbe. On choisit autant que possible le même gabarit que la chaîne d'origine, que celle d'origine. Je ne sais pas si on voit bien les 2 nappes de chaîne, c'est vraiment des fils tendus et forment la structure verticale du tapis. Alors, je passe ça. C'est la fin du chaînage. Quand on a comblé totalement la lacune, les fils sont passés de part et d'autre de la lacune, et après cette première étape, nous passons au tramage. C'est là, c'est bon. Ok. Alors, pour reconstituer le tramage. Alors, nous sommes toujours sur l'envers de la pièce. Je vous ai remis le schéma pour que vous compreniez comment ça se passe. Alors, après avoir marqué des repères de rang sur les chaînes, au feutre indélébile, nous passons des fils de duite et de trame en lin sur les repères. Le tramage, comme je vous ai expliqué, est une alternance de duite et de trame réalisée sur les 2 nappes de chaîne tendues à la verticale.
de la laine intercalaire et passer entre les deux nappes de chêne neuves et qui donnera la hauteur du futur point noué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, je vous ai ramené exprès un petit échantillon pour que vous compreniez que la laine intercalaire, c'est la partie blanche. Je ne sais pas si... C'est ça. C'est la laine intercalaire. Je vais retourner derrière le micro. Et voilà. Alors, voilà, on a d'un côté le tramage en cours et la photo de droite, la fin du tramage. On a fini l'étape de la reconstitution de la structure du tapis et maintenant on peut reconstituer le velours. Pour cela, nous devons procéder sur l'endroit de la pièce. On réinstalle le tapis côté velours. Alors voilà, je vous ai redonné les étapes pour la reconstitution du velours. On va d'abord parler du calque, puis viendra ensuite les prochaines étapes. Alors vous avez sous les yeux l'élément décoratif qui servira, les éléments décoratifs qui serviront de modèle pour le calque. Il est en pendant du nouveau tramage que nous avons effectué. Là vous avez sous les yeux les motifs d'origine. Alors, ça c'est le calque des motifs. On voit une collègue en fait. On ne va pas parler de la collègue tout de suite. On va parler avant de la première image. Nous décalquons d'abord sur un rhodoïde. Le rhodoïde est un film plastique brillant à base d'acétate de cellulose, transparente. Il nous arrive de dessiner des motifs, comme vous pouvez voir là, sur la première image. Là. Sur une feuille de dessin pour se rendre compte de la composition finale. Ensuite, nous perçons le rhodoïde tous les 2-3 mm à l'aide d'une pointe sur les tracés. Une fois cette étape terminée, nous posons le rhodoïde sur le nouveau tramage. Ces trous vont ensuite nous permettre de déposer de la poudre de sanguine sur le nouveau tramage. Le tracé définitif du dessin se fait au feutre indélébile. Vous pouvez voir, ma collègue elle a un petit pompon de velours imprégné de poudre qu'elle vient tapoter sur le rhodoïde. Et grâce à ça, il y a le tracé qui vient en pointillé sur le nouveau tramage. On retire délicatement en fait, le rhodoïde et on vient tracer au feutre indélébile le futur modèle. Alors, vient ensuite, une fois qu'on a le dessin, nous passons à la recherche colorée. D'ailleurs, vous avez vu le dessin, une fois reporté sur le tramage, dans son intégralité. Il fait environ, je vous rappelle, 200 cm sur à peu près 20 cm. En général, nous cherchons nos couleurs le plus possible à la lumière naturelle, ce qui fait à peu près 11 heures côté nord de notre atelier. C'est une lumière assez diffuse et harmonieuse, donc en fait c'est la plus belle qualité pour pouvoir choisir nos couleurs de lumière. On se base sur notre nuancier constitué de pompons, et ça vous pouvez le voir sur la photo de droite, ici. Et je vous ai ramené un petit échantillon dans la petite boîte. Je ne sais pas si vous le voyez, bon, vous le verrez après. Hein. Voilà, et sous forme de pompons. Les pompons, c'est un assemblage de fils de laine serrés et coupés pour former une boule plus ou moins sphérique. Ils nous permettent de regarder la couleur en 3 dimensions. Si nous trouvons pas de couleur adéquate avec nos mélanges dans notre magasin de laine, nous pouvons faire appel à l'atelier de teinture qui nous crée les couleurs qu'il nous faut. Il a fallu, par exemple, créer différents roses, parce que nous n'avions tout simplement pas dans nos magasins de couleurs, dans nos magasins de laine. Et une fois que les couleurs sont teintes, nous pouvons faire des essais. Et là, je passe à la diapositive d'après. Alors, vous pouvez voir sur cette image plusieurs essais colorés.
sur le fond rose, sur les grains de raisin, la couleur de la tige avec la pomme de pin dorée, les petites perles à droite. Grâce aux essais, on peut affiner notre recherche colorée. Au final, 252 couleurs auront été utilisées pour le retissage du devant de cheminée. On peut passer maintenant... merci Antonin. Alors, voilà la fameuse laine intercalaire. Après avoir retiré la laine intercalaire, je vous fais une démo. Attention. Si j'y arrive. Non, je n'y arrive pas. Donc c'est raté. En gros, on doit retirer la laine blanche que vous voyez là. Non, c'est pas là. Oui, je veux bien, merci. Voilà. On met, ça c'est de la laine écrue, couleur naturelle. Et en fait, on vient mettre des fils de laine dans la structure chaîne-trame. Et suivant si on met beaucoup de fils de laine ou pas, ça nous donne la hauteur du futur nœud, du futur point noué. Je ne sais pas si vous avez compris, hein, vous me poserez des questions après. Merci beaucoup. Alors, après avoir retiré la laine intercalaire, le tissage s'effectue à l'aiguille courbe, toujours à l'aiguille courbe, en attrapant tour à tour une chaîne de la nappe avant, puis une chaîne de la nappe arrière. Les points tissés et tassés forment des boucles qu'on va couper petit à petit jusqu'à atteindre la hauteur du velours d'origine. On assiste à la formation, à la création du velours. Rangée après rangée. La tonte s'effectue avec un ciseau courbe. Alors, tissage en cours. Ah, je vous ai peut-être pas expliqué. Attendez, je vais vous remettre. Pardon. Hein. Je vous ai pas expliqué les images. Alors, vous avez sur l'image de gauche le tissage en cours avec les fils de laine. Vous pouvez voir. Hein. Et vous pouvez même apercevoir les aiguilles courbes. Je vous montre. Hop. Ah non, c'est pas le bon. Voilà. Vous voyez? Ah bon. Bah, faut imaginer. Il faut l'imaginer. Il y a une aiguille courbe. Ah. Oui, ça c'est une aiguille courbe. C'est la petite virgule. Ça c'est une aiguille courbe. Et à côté, ou sur l'image de droite, vous avez le ciseau courbe qui vient petit à petit tondre le velours, les brins de laine. Alors, et tada, le tissage en cours, le tissage qui avance bien. Je ne sais pas si vous voyez le tissage et le dessin au-dessus. Pour ensuite arriver à la fin du tissage du velours. Et voilà le résultat du tissage dans l'exposition. Merci beaucoup. Oui, ah oui, c'est vrai. Bien sûr, on parlait de ça depuis tout à l'heure. C'est le tissage que nous avons réalisé et qui fait pendant au motif au-dessus. Voilà, il est très bien intégré, vous n'y voyez que du feu. Merci Julienne. Nous allons passer au second tapis dont nous allons vous parler ce soir. C'est celui de la tribune de la chapelle impériale des Tuileries. Il s'agit de la première commande à la manufacture de la savonnerie pour la principale résidence impériale. La chapelle, édifiée en 1806 par les célèbres architectes Percier et Fontaine, dans l'aile nord du palais, était dotée d'une tribune réservée aux souverains, d'une forme bien particulière. Vous constaterez que la forme du tapis vu dans l'exposition ne correspond pas à la forme de la tribune. C'est parce qu'il s'agit en réalité de deux fragments du tapis, un à droite, un à gauche, rentrayés au milieu, c'est-à-dire cousus ensemble. Voilà à quoi pouvait ressembler le tapis si l'on replaçait la partie centrale retirée à son emplacement. Mais je vous expliquerai un peu plus tard ce qui lui est arrivé. Revenons au projet. C'est donc très probablement pour cette tribune que le peintre Jean-Jacques Lagrenet, dit le Jeune, 1739-1821, réalise son dernier modèle pour la manufacture de la savonnerie, avec laquelle il travaillait depuis 1801. Ce projet est, du point de vue décoratif,
bien différent du rendu final. Mais on y remarque tout de même les aigles impériaux aux angles de la composition. On voit là aussi. Et également la cigogne dans un médaillon qui a été reprise dans le projet final. En revanche, le cygne proposé à droite du dessin a été remplacé dans la réalisation finale par un pélican se saignant pour nourrir ses petits, vous allez la voir ici, qui est un autre symbole christique plus conforme à la fonction du tapis de la chapelle qu'un cygne. Et là, le fameux pélican. C'est à l'occasion de la traduction en carton, c'est-à-dire, je vais revenir à ça, c'est-à-dire en peinture à l'échelle, en 1805-1806, que les armes de l'Empire remplacent l'étrange autel, c'était là, l'étrange autel fumant qu'on avait au centre du projet. Le blason est entouré du collier de la Légion d'honneur et se détache avec les honneurs de Charlemagne, sceptre, main de justice et casque couronné de la couronne de Charlemagne sur un manteau pourpre brodé d'abeilles, d'or et doublé d'hermine. Le choix de Lagrenet le Jeune de faire figurer les attributs de l'empereur carolingien et non ceux de Napoléon a sans doute permis qu'il ne soit pas supprimé lors des modifications de la Restauration. Car le tapis, livré au début de l'année 1810 dans la chapelle, ne peut bien évidemment pas convenir à Louis XVIII tel quel, et en 1814, il est décidé dans un premier temps de dépiquer, c'est-à-dire de retirer au crochet certains éléments et de les remplacer à l'aiguille, travail moins coûteux et surtout moins long qu'un nouveau tissage, mais pas très satisfaisant. En effet, les 3 fleurs de lys dissimulent mal le dessin de l'aigle qui occupait évidemment le fond du blason. De même, la disparition de la croix de la Légion d'honneur ne trompe personne, elle laisse un vide cruel. En 1817, un nouveau tapis est finalement commandé au plus réputé des fabricants d'Aubusson, Jean Saint-Landrousse de la Mornay, 1760-1826, d'après un modèle de Saint-Ange. Livré fin de 1818 aux Tuileries, il remplace notre tapis qui rentre au garde-meuble et sombre peu à peu dans l'oubli. Oubli dont il ressort malheureusement en décembre 1941. On cherche alors un tapis rectangulaire pour le bureau à Vichy du vice-président du Conseil, l'amiral Darlan. Le tapis est alors dépecé, le centre retiré et les 2 parties latérales rentrayées par l'atelier du Mobilier National. L'envoi à l'hôtel du Parc, où était établi le chef du gouvernement, est effectué le 26 décembre 1941. Pierre Laval, qui succède à Darlan, conserve le tapis. Rentré au Mobilier National après la guerre, il est ensuite utilisé à la Direction générale des arts et lettres, puis à l'Élysée, dans des bureaux de conseillers, à partir de 1959. Placé en 1976 dans les appartements du chef de l'État au château de Rambouillet, il rentre au Mobilier National en 2009. Si la partie centrale, très abîmée, est aujourd'hui considérée comme inutilisable, les parties latérales rentrayées sont, elles, en plutôt bon état de conservation, comme va nous le dire Julienne. Merci Antonin. Alors, qu'est-ce qu'une rentraiture? Déjà, les parties rentrayées, c'est de joindre bord à bord 2 pièces de manière invisible, avec une couture invisible. Et grâce à ça, on obtient un nouveau tapis qui fait environ 4 mètres sur 2 mètres 30. Alors, ce tapis était plutôt en très bon état, pas du tout empoussiéré. Donc, nous avions juste remis un peu de laine autour de la lisière ronde. La lisière ronde constitue en fait le bord du tapis. Comme il a été découpé, en fait, il a fallu recréer des bordures. Et en général, dans notre atelier, quand on veut recréer une bordure, soit on utilise la technique de la lisière ronde au point de bourdon, soit nous utilisons un galon. Mais je vous en parlerai sur les autres tapis.
Alors, et comme je voulais aborder un autre pan de notre métier, qui est le dépoussiérage, nettoyage. Merci Antonin. Alors, vous voyez là, avant toute intervention sur nos tapis, nous devons les dépoussiérer, nettoyer, pour avoir un état sanitaire convenable quand on les reçoit dans notre atelier. Comme je vous le dis, les tapis sont pris en charge pour être dépoussiérés et nettoyés. Nous confions ces interventions à une maison extérieure. Pour le dépoussiérage, nous utilisons des aspirateurs avec des filtres HEPA, H-E-P-A, HEPA, qui ne laissent passer aucune micro-poussière. C'est des filtres extrêmement de très bonne qualité et c'est des aspirateurs qu'on utilise souvent dans des musées, pour les musées et pour les biens culturels. Ces aspirateurs peuvent être dorsaux ou à la traîne. À traîne ? Je ne sais plus. Bref. Voilà. Après le dépoussiérage, nous avons le nettoyage. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les procédés. Il y en a 4 au total, mais je vais vous parler surtout de ceux qu'on utilise, les procédés qu'on utilise le plus souvent pour les tapis dont on a la charge. Alors, le premier procédé est l'encapsulation. On vient pulvériser un détachant sur le tapis. Il n'y a pas de photo. Hein. Ça, c'est juste pour la poudre. Je suis désolée. On vient pulvériser un détachant sur le tapis qui cristallise les saletés. Ensuite, ils sont aspirés. Ça s'appelle l'encapsulation. Ensuite vient le deuxième procédé, la poudre. Et là, vous avez des photos. On voit un monsieur en train... Oh, vous n'avez pas besoin du pointeur, vous le voyez très bien. Hein. Sur la première image, un monsieur à genoux avec un chiffon. Là, il est en train de faire le détachage. En fait, on procède toujours de la même manière. L'aspiration, détachage, s'il y a des taches, et ensuite vient le procédé de nettoyage qu'on a choisi. Là, c'est la poudre. On vient déposer de la poudre cellulosique, humidifiée d'une solution de nettoyage à base d'eau. On brosse le tapis avec une machine, puis on vient aspirer toute la poudre qui a absorbé les saletés, qui est rentrée dans les fibres, et on vient l'aspirer, et grâce à ce procédé, les tapis en général reviennent vraiment, les couleurs sont ravivées, on a un très bon résultat en général. Et par contre, cette méthode ne convient pas pour des fonds foncés, pour des couleurs très foncées. Dans ces cas-là, on utilise l'encapsulation, c'est-à-dire la première méthode, juste une pulvérisation et une aspiration. Et ces différents procédés, on les choisit en fonction de l'état général du tapis, du très bon état général à très fragile, cassant, à la nature des fibres du tapis, des coloris, mais aussi de l'état sanitaire du tapis sale, très sale, encrassé. Donc voilà. Donc maintenant, je repasse la parole à Antonin, s'il veut bien. Je veux bien. Le troisième tapis dont nous parlons ce soir est celui réalisé par la manufacture de Salandrouze à Aubusson pour le 3e salon de l'impératrice Joséphine aux Tuileries. Commandé en 1808, une interrogation demeure sur l'identité de l'auteur du modèle. Il est livré en février 1809 et est décrit de la manière suivante. Fond aurore, milieu fond blanc à abeilles, aux 2 extrémités, guirlandes de fleurs et de fruits, attributs de musique, médaillons, bordure fond brun, pavot, lisse et rosace au nombre de 4. Là, on remarque bien les instruments de musique, la lyre et la harpe, les fameuses rosaces au nombre de 4, les guirlandes de fleurs et le fond à abeilles, ainsi que le fameux fond, cette couleur très particulière, le fond aurore. Il mesure à l'époque 9,15 m sur 5,80 m. Aujourd'hui, il ne mesure que 5,85 m sur 3,50 m. Il a donc été considérablement réduit.
Conservé à sa place dans le 3e salon de l'impératrice Marie-Louise, puis par la duchesse d'Angoulême pendant la Restauration, il est cependant modifié pour cette dernière en 1816. En effet, les 99 abeilles, symboles de l'Empire, sont étêtées, c'est-à-dire qu'on dépique leur tête, toujours avec ces fameux systèmes de crochets, pour les transformer de manière assez malhabile, il faut bien le dire, en palmettes. Voilà, on a retiré les têtes et ça forme des soi-disant palmettes, et à partir de cet instant, le tapis est décrit à fond de palmettes. Confondu avec une production de la savonnerie, il rentre au garde-meuble en 1829 et est envoyé dans la seconde moitié du XIXe siècle à la manufacture de Beauvais. C'est de là qu'il rentre très amputé en 1912. Il a perdu 1,65 m de chaque côté dans le sens de la longueur et 1,15 m de chaque côté dans le sens de la largeur. On voit d'ailleurs ici sur cette photo qu'on ne s'est pas gêné de couper dans la guirlande de laurier. On n'a pas cherché à respecter le dessin. Pour quelles raisons, nous n'en savons malheureusement rien. En 1930, il est envoyé à l'ambassade de France aux Pays-Bas, d'où il rentre très usé et très taché en 2017. Julienne va vous en parler. Merci Antonin, merci pour la diapositive suivante. Alors, c'est net et clair, vous voyez sur les photos, les bordures, le tapis est très usé sur son pourtour. Il présente une dégradation d'usage. Son ancienne lisière ronde, qu'on peut voir, voilà, exactement, merci, et a même parfois disparu. Alors, comme je vous en parlais tout à l'heure, la lisière ronde permet à la fois de créer une bordure et en plus il sert à protéger le tapis de dégradation d'usage. On voit que cette lisière ne fait plus office de protection du tapis. Sur la seconde image, on voit une déchirure sur le bord du tapis. Les chaînes et les trames sont déchirées, rompues. Des pertes de points noués ou nœuds jurdais sont très probables. Il y a un risque là. Du coup, j'ai une autre... Voilà, merci. Là, vous voyez, pareil, hein, sur un autre côté du tapis, le tapis à l'endroit, sur la photo de gauche. Et on voit, je ne sais pas si vous voyez, il y a des chaînes un peu mises à nu, des petites... des chaînes mises à nu, du coup, elles sont blanches. Et à cause de l'usure, en fait, le velours a été abrasé à force de marcher dessus. En fait, on voit même les chaînes. Normalement, elles ne se voient jamais sur le côté velours. Forcément, il y a du velours. Mais là, les velours ont tellement été abîmés, abrasés, qu'on voit les chaînes côté velours. Et là, sur la photo de l'envers du tapis, on voit une chaîne désolidarisée. Vous le voyez, hein, sur une très grande longueur. Voilà, merci. Le tapis est désolidarisé de la structure, elle n'est plus retenue ni par la trame, ni par un point noué. Donc là, il y a danger de perte. Sur la photo suivante, on voit, en fait, avant, comme je vous parlais des interventions de dépoussiérage nettoyage, quand le tapis est très fragile sur sa bordure, nous le protégeons grâce à la pose d'un tulle. Le tulle, c'est un tissu formant un réseau de mailles assez lâches pour qu'on puisse le nettoyer et en même temps qu'il puisse, pour pas perdre la matière qui aggraverait les altérations mécaniques, enfin, qui empêcherait toute action mécanique malencontreuse. Le tapis, pour celui-ci, a été nettoyé en milieu aqueux, ça je ne vous ai pas parlé de ce procédé, et toujours dans une maison extérieure. Alors, pour la photo suivante, vous voyez le chaînage en bordure du tapis. Quand le chaînage doit s'effectuer sur le bord, on commence toujours dans une toile bisonne. La toile bisonne, je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste, voilà, la toile bisonne est composée de coton et de lin, 50%, à peu près 50% de coton, 50% de lin, et il est fixé sur l'établi en bois. Toujours le même procédé, on crée 2 nappes de chaîne pour pouvoir combler cette lacune.
Sur la diapositive suivante, on voit le tramage sur la photo de droite. Et il est sur l'endroit, sur la seconde image, on peut voir le chaînage, tramage terminé sur l'endroit de la pièce. Sur le côté gauche, il y a juste le chaînage. Sur la diapositive suivante, on voit un angle restauré. Les opérations de chaînage et tramage sont terminées. On passe au retissage quand cela est nécessaire. Pour celui-ci, on a fait, comme il y avait un galon qui venait recouvrir les bordures, des fois on a laissé le chaînage tramage avec sa laine intercalaire. Vous pouvez voir sur la photo de droite l'angle restauré avec son galon. Mais là, je vous en ai trop dit parce que je voulais vous parler du galon. Et ils font partie des finitions des tapis. La pose du galon. Alors, pour protéger les bordures restaurées, nous avons opté pour la pose d'un galon au lieu de la lisière ronde qu'on avait vue auparavant. Le galon est une bande étroite de tissu épais et serré qu'on pose sur le bord des tapis dans un but d'ornement et pour les empêcher aussi de s'effilocher, de s'abîmer. On recherche la couleur dans notre nuancier, toujours dans notre magasin de laine, et cette fois-ci avec des couleurs en aplat et pas avec des pompons. Mais je vous ai quand même mis une photo de pompons pour que vous voyez la différence, quoi. La couleur en aplat sur des petites planchettes en carton. La photo du milieu. Et je suis perdue. Et les pompons. Et les pompons qu'on voit en 3D. Voilà. Nous, on s'occupe, pour le galon, on doit regarder la couleur en 2 dimensions. Et là, vous voyez les essais de couleurs en aplat dans la première image. Alors, cet essai de couleur va nous servir de base ensuite pour teindre les fils qui vont, des fils de laine qui vont permettre la réalisation du galon. Et le galon est réalisé par la société, je peux le dire, par la société Passementier Declercq. Vous pouvez voir, voilà, sur le... c'est tout, j'ai fini de parler de ça. Très bien, je me répète, pardon. Alors, les finitions. Pose d'un galon sans cacher les motifs des bordures. Alors, avant de coudre le galon, on a dû coudre, en fait, après concertation avec différents services, dans le service de l'inspection, une sangle. Pourquoi cette sangle? En fait, elle nous permet d'égaliser les bords du tapis, parce qu'il était... voilà, il n'était pas très régulier, exactement. Donc, il nous a permis d'égaliser les bords du tapis, tout en rallongeant certaines... zones pour éviter de cacher les motifs de festons qui sont assez inédits dans l'ornementation sous l'Empire selon Jean-Jacques Gauthier, un ancien inspecteur du mobilier national. Donc vous pouvez voir les sangles qui sont cousues. Ensuite, nous voyons la couture du galon en elle-même avec les collègues. En général, nous convoquons le plus d'agents possible pour pouvoir réaliser la couture du galon. Les étapes sont de 1, bâtir le galon, tout simplement pour le fixer sur le tapis. Ensuite, de coudre le galon avec un point arrière sur l'endroit du tapis et un point avant pour le fixer à l'arrière. Je vous définirai après les points avant, points arrière, parce que là, je crois qu'il faut qu'on avance. On coud le galon, bien sûr, sur tout le périmètre du tapis. Et le galon, que vous voyez là, que je vous ai ramené, il fait à peu près 8 cm de hauteur. Et voilà, maintenant vous avez le tapis avec sa nouvelle bordure, ce galon, ce fameux galon. Et vous voyez sur la page, sur l'image de droite, le galon qu'on voit quand on a rabattu le bord du tapis. Et voilà. Et je voulais vous parler juste d'un petit truc. Pardon. Vous voyez ça? C'est sa petite fiche d'identité. On l'appelle le bolduc. En général, il y a le numéro d'inventaire. Celui-ci, c'est le GMT 6595. Il y a ses dimensions et le sigle du mobilier national. Voilà, pour pas qu'ils se perdent. C'est effectivement un travail qu'on demande à l'atelier de rentreture tapis, oui, de réaliser régulièrement de nouveaux bolducs, parce que ceux-ci, quelquefois, deviennent illisibles. Le 4e tapis évoqué ce soir
est la seconde commande que Napoléon passe à la savonnerie après le tapis de la chapelle impériale. Conçu pour la salle du Conseil d'État, le tapis sera finalement affecté à la salle du trône du Palais des Tuileries. Il s'agit donc d'un tapis majeur de l'histoire de France, dont vous n'avez malheureusement pu découvrir dans l'exposition qu'un tout petit fragment, ce médaillon d'1,63 m de diamètre, accroché au mur à la toute fin du parcours. C'est que l'histoire de ce vaste tapis, qui mesurait 200 mètres carrés, à l'origine, est complexe. Le dessin, non localisé, en fut conçu vers 1805-1806 par Charles Percier, auteur avec Pierre Fontaine de la salle du Conseil d'État, tout juste installée dans l'aile nord des Tuileries. Nous en connaissons heureusement une reproduction sur calque, signée de Saint-Ange et conservée au Mobilier National. Il nous montre un quart de la grandiose composition, dont le caractère officiel est assez éloigné de celle du tapis de la chapelle, encore influencé par l'art décoratif du XVIIIe siècle, comme nous l'avons vu. Par ailleurs, on remarque de nombreux changements dans la représentation des symboles du pouvoir, comme l'absence du sceptre et de la main de justice, la couronne impériale au-dessus de l'aigle qui a remplacé la couronne de Charlemagne, les abeilles aux ailes rabattues, comme sur le tapis du 3e salon de l'impératrice, et non aux ailes déployées, comme sur le tapis de la chapelle royale, etc. Percier donne également une large place à la fritillaire, que vous voyez ici, qui est la fleur impériale, qui est la fleur qui symbolise l'Empire, tout simplement parce que sa forme faisait penser à la couronne d'un empereur. Le carton réalisé en 1806, le tapis peut être mis sur métier, en 3 parties, pour une question évidente de dimension. Présenté à l'empereur en 1810, il a entre-temps changé d'affectation. Il est en effet installé dans la salle du trône du Palais des Tuileries pour le mariage de Napoléon avec Marie-Louise, qui s'y déroule le 2 avril 1810. Vous avez ici une reconstitution que j'ai tenté de faire du tapis tel qu'il pouvait être sous l'Empire, avec notamment des éléments qui ont été retirés du tapis, comme je vais vous l'expliquer tout de suite. À la chute de l'Empire, on fait disparaître la bordure d'encadrement d'abeilles sur fond bleu, ainsi que tous les emblèmes inconvenants. Les 2 parties latérales sont transportées à la manufacture dès 1814 pour dépiquer les N. Hop, on revient là-dessus, voilà. Et les remplacer par un fond de couleur identique, plus quelques feuilles de laurier qui ont été ajoutées. L'intervention, plus délicate que prévu, ne donne pas satisfaction et des changements plus radicaux sont effectués après les 100 jours. On décide alors de découper les N, comme le grand aigle du centre, et de les remplacer par de nouveaux médaillons tissés à la savonnerie. 2 médaillons au double chiffre du roi, ici et là, les 2 L d'or, et un médaillon aux armes royales, entouré des cordons de l'ordre de Saint-Michel, des colliers de l'ordre de Saint-Michel et colliers de l'ordre du Saint-Esprit, avec la croix du Saint-Esprit. Donc en réalité, tout le bord de laurier a été découpé ici et également là pour laisser place à de nouveaux médaillons. Pendant ce temps, le tapis est remplacé par un autre, provisoire, et le travail n'est terminé qu'en 1817. Il est finalement remplacé très rapidement par un nouveau tapis dès 1821 et ne quitte plus le garde-meuble avant le Second Empire. La partie centrale est alors envoyée en 1857 au château de Fontainebleau. Elle y est toujours présentée sur la tribune de la chapelle de la Trinité. Le médaillon central à l'aigle, vous avez là, est lui déposé au musée du Louvre par le Mobilier National depuis 1965, au département des objets d'art où il est présenté. Une des parties latérales, celle-ci, est utilisée aux Tuileries sous Napoléon III, puis au Conseil d'État, c'est une ironie de l'histoire, en 1929 dans le bureau du vice-président où elle se trouve toujours. L'autre partie latérale est envoyée à l'ambassade de France à Londres en 1884. Elle y reste jusqu'en 1934. En 1951, on la retrouve à l'Élysée, dans l'actuel salon Pompadour, puis sous la Ve République, dans le salon des aides de camp, jusqu'à sa rentrée au Mobilier National en 2008.
oublié, seul un N, un seul des deux N est conservé au Mobilier National et c'est le seul à être parvenu jusqu'à nous. Évidemment, ce N fantomatique a donné envie au commissaire de l'exposition d'achever l'exposition sur les palais disparus par cette évocation. Je laisse la parole à Julienne pour nous parler de ce médaillon. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu dire, comme a pu dire Antonin, le médaillon a été découpé et il nous est parvenu pas forcément en très bon état. Il y avait plusieurs cassures sur le pourtour de ce fragment. Alors, des cassures sont des déformations de la structure qui forment une ondulation, une vague. En fait, elles sont dues aux duites et aux trames distendues, car là, c'est évident, elles ont été coupées. Les nœuds, du coup, sont retenus grâce à un point d'arrêt. Le point d'arrêt sert à arrêter un tapis qui a été coupé un peu à vif. Alors, le tapis était très empoussiéré et vous pouvez voir sur la photo, la photo de gauche, le tapis sur côté velours. Et la photo de droite, un peu plus haut, la troisième photo, le tapis sur son envers. Et vous voyez un petit détail d'une cassure. Mais je ne sais pas si elle est si vous voyez vraiment les cassures. Alors, du coup, le tapis, avant de le prendre en charge, bien sûr, on l'a dépoussiéré et nettoyé. Et on l'a d'abord dépoussiéré sur l'ensemble du tapis et par micro-aspiration sur les bordures, pour ne pas générer encore plus de pertes de nœuds. On a cousu ensuite du tulle sur le pourtour du tapis pour le protéger du nettoyage. Alors, on a utilisé l'injection-extraction. Merci Antonin. Et on voit une collègue faire l'injection-extraction sur le tapis, sur l'endroit de la pièce et sur l'envers de la pièce. Voilà. Et après plusieurs essais pour essayer de consolider le tapis, parce qu'en fait, on nous a demandé que le tapis soit présenté à la verticale. Donc, les bords sont fragiles. Comment fait-on? On a essayé de mettre une sangle, mais la sangle est une armure beaucoup trop rigide. La sangle, c'est de la toile de jute, hein, tout simplement. Et elle ne pouvait pas en plus convenir à une pièce circulaire. Ensuite, on a utilisé du biais qu'on a emprunté chez nos collègues tapissiers. Et le biais, il n'est pas assez rigide. Donc, comment fait-on? On a décidé donc d'opter pour un galon, mais renforcé par une sangle plus souple. Alors, toujours dans... Je suis perdue, pardon. Voilà, vous avez la photo de droite des essais de couleur pour le futur galon. Et nous avons opté pour un galon doré. Et nous avons utilisé un galon qui avait été commandé précédemment pour un tapis. Donc ça nous a bien servi, puisque c'était un peu une demande de travaux un peu de dernière minute. Voilà le beau galon. Comme pour le tapis 65-95, hein, avec les abeilles éteutées palmettes, je ne sais pas si vous voyez, on fixe toujours le galon grâce à un point de bâti. C'est un point avant, hein, tout simplement. Ensuite, on a fait le point de bâti sur l'endroit, on vient le fixer ensuite avec un point arrière. Alors, le point arrière, comme je vous avais dit, que je vous rappellerai la définition, est un point assez résistant. Il s'effectue en partant de la droite vers la gauche. On pique en arrière à l'endroit de l'aiguille où l'aiguille vient de sortir. Je ne sais pas si... Enfin, voilà, ça fait un beau E, si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Voilà. Et comme ça, le tissu, le galon ne bouge plus et il est bien fixé sur l'endroit. Ensuite vient le point d'ourlet, ou le point avant, tout simplement, sur l'arrière du tapis. On peut le voir sur la photo de droite. On vient coudre le tapis, on vient coudre le galon sur le tapis avec le petit point d'ourlet. Ensuite, nous avons dû poser
pour une présentation à la verticale, en fait, 2 bandes de velcro élastiques sur des sangles de 5 cm de large sur le pourtour du médaillon. Puis 2 autres velcro sont cousus sur les 2 lignes parallèles du N de Napoléon, pour essayer que ça ne se voit pas en fait, tout simplement. Grâce à ces velcro, le tapis a pu être présenté à la verticale sur un support rigide et neutre. Et voilà le beau résultat. Je ne sais pas si... Le dernier tapis dont nous parlerons ce soir est celui que vous avez pu découvrir dans la salle consacrée à l'ameublement du Palais de Meudon. Mais pas plus que le tapis des cohortes de l'exposition n'était celui du grand cabinet de l'empereur, ce tapis n'est celui du grand salon de Meudon. Il s'agit d'un tapis très semblable et tissé par la même manufacture, celle de Salandrouze à Aubusson. Le tapis original, probablement réalisé d'après un modèle d'Alexandre Théodore Brognard, 1739-1813, célèbre architecte de la Bourse de Paris, est livré à Meudon en 1811. Transporté à l'Élysée en 1849, il est envoyé à la Malmaison en 1867 pour orner la chambre de l'impératrice Joséphine reconstituée. En 1870, devant l'avancée des Prussiens, le château est vidé et le tapis disparaît. Le registre de 1878 du mobilier national, qui régularise les rentrées de la guerre, ne le mentionne pas, et de nombreuses archives disparaissent lors de la crue de 1910, alors que l'institution était encore installée quai d'Orsay, dans le terrain aujourd'hui occupé par le musée du Quai Branly. Les anciennes descriptions ont cependant permis de le rapprocher du tapis exposé. Un tapis d'Aubusson velouté, dessin à trophée d'armes sur fond amarante, gris de lin et blanc, et rosace au milieu avec couronne de feuilles de chêne, ou encore un tapis milieu à rosace fond rouge entouré d'une branche de chêne, le tout dans un grand compartiment octogone fond chamois, trophée militaire aux 4 coins sur fond rouge, bordure à étoiles enfermée dans une couronne de laurier, fond gros bleu. Outre les dimensions plus réduites du tapis exposé, à l'origine il mesurait 7,90 m sur 7,55 m, contre 9,65 m sur 6,70 m pour le tapis de Meudon, et la différence de couleur de la bordure originelle, brune pour celui-ci et bleue pour celui de Meudon, nous pouvons noter que le trophée d'armes central n'est jamais mentionné dans les descriptions. Une vue de la chambre de l'impératrice Joséphine en 1870, peinte par Vigée du Vignaux et conservée au musée Marmottan Monet, nous laisse penser qu'il n'existait pas ce trophée d'armes sur le tapis de Meudon. Tout semble en effet correspondre au tapis de l'exposition, sauf le centre, occupé par une couronne de fleurs et de feuilles. Mais revenons au tapis qui nous intéresse, celui de l'exposition. Également réalisé à Aubusson sous l'Empire, ou peut-être sous la Restauration, il est utilisé sous la monarchie de Juillet dans l'appartement du prince de Wurtemberg, époux de Marie d'Orléans, fille de Louis-Philippe et sculptrier de talent. Transporté à l'Élysée après la Révolution de 1848, il est considérablement réduit en 1947 par le retrait de sa bordure. Il mesure aujourd'hui 5,30 m sur 5,10 m. Envoyé en 1950 à l'ambassade de France à Washington, il rentre au Mobilier National en 1994, très abîmé. Merci Antonin. Alors vous pouvez constater le tapis abîmé. Il présentait des cassures aux angles du tapis, ces fameuses déformations quand les chaînes et les trames sont distendues. Le tapis a été restauré en 2003 au niveau de la structure, chaîne-trame, mais il n'a pas reçu de tissage ou de point plat. Voilà. Donc, notre travail, du coup, consistait à réaliser une conservation sur les zones fragilisées avec un fil de coton de couleur et une toile à beurre au point de Boulogne, et à terminer les restaurations en cours sur l'envers et sur l'endroit de la pièce avec un point plat. Alors, merci. Je vais vous parler un peu du point de Boulogne. Alors, le point de Boulogne sert à fixer des tissus déchirés, effilochés
ou user sur un nouveau tissu de renfort. On travaille avec un fil, en tout cas pour nous, on travaille avec un fil de coton que l'on a fait teindre grâce à l'atelier de teinture, et on a utilisé comme toile de renfort la toile à beurre, qui est juste là, la toile un peu brune et lâche, enfin souple, pardon. Alors, vous voyez, merci beaucoup, on effectue la conservation dans le sens des chaînes ou dans le sens des trames. Ici, on a surtout travaillé dans le sens des trames. Alors, pour commenter la première image, alors, on pose le point le plus long en premier. Ensuite, dans la deuxième image, des petits points maintiennent le long point à angle... non, de petits points maintiennent le long point. Ensuite, dans la troisième image, les petits points croisent le long point à angle droit. Et dans la quatrième image, la zone fragilisée est maintenue grâce au point de Boulogne et à la toile à beurre. On peut voir sur la diapositive derrière moi la conservation avant-après. Bon, la photo est un peu verte, hein, désolé, pour celle avant. Au moins, elle est très très belle, celle après. Voilà. Et là, c'est flagrant, vous êtes ébahis. Il y a conservation au point de Boulogne avant-après. Je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a des fils de couleur rouge. Ah non, pardon, je suis déjà sur la suivante. Pardon, excusez-moi. Pardon. Je ne sais pas ce que vous voyez. Les fils. Il faut les imaginer si vous ne les voyez pas. Il y a des fils de coton très fins qui viennent maintenir la structure chaîne-trame. Et la toile à beurre, elle est juste à l'arrière. Je vous la montrerai après. Suspense. Alors voilà, il y a toujours un petit avant-après. Voilà, la petite chaîne qui se balade, qui se désolidarise. Hop! On l'a maintenu. Vous voyez, très beau, magnifique. Et ensuite, je vous ai mis un petit détail. Voilà, la toile à beurre, comment on la positionne. En fait, elle est à l'arrière du tapis. Et pour qu'elle ne s'effiloche pas, on prend un ciseau cranté pour venir prélever de la toile la toile. La toile souple qui va nous permettre de renforcer les zones fragilisées. Alors, je vous parlais aussi de restauration. On a fait une restauration au point plat. Alors, qu'est-ce que c'est le point plat? Le point plat imite le point noué, mais sans le velours. Il est souvent utilisé pour des tapis dont le velours est très usé, abrasé. Presque, des fois, il a presque disparu, le velours. Donc, le point plat est le passage de laine de couleur sur des paires de chaînes, dans le sens des trames. Le motif, du coup, est à nouveau visible grâce à cette restauration qui donne l'illusion du nœud, mais sans le velours. Extraordinaire, vous voyez, avant-après. Et pour la diapo suivante, c'est pareil. On a un petit avant, un petit après. Et l'illusion est parfaite. Voilà. Alors, le tapis, dans son ensemble, restauré, enfin conservé et restauré. Ah oui, d'accord. Ok, c'est pas grave. Ben voilà, notre travail est terminé et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antonin, merci beaucoup Julienne de cette communication qui nous a montré des tapis qui sont des témoins de l'histoire de France en quelque sorte, qui ont figuré dans des lieux prestigieux pour la plupart, qui ont passé beaucoup de temps et qui portent les stigmates justement de ces longs moments en dépôt dans différents lieux de l'exercice du pouvoir, on va dire plus largement. Moi, pour commencer peut-être les questions, j'en aurais une à vous poser. Alors, est-ce que l'on a des traces dans les documents d'archives ou sur les tapis eux-mêmes d'interventions de restauration ou de rentréture datant du Premier Empire? Alors, je ne crois pas sur les tapis Empire, même s'il y a eu des échecs dans le tissage de certains éléments. On a quand même une trace, enfin,
On aurait pu avoir une trace sur le tapis de la salle du trône. Je reviens sur le tapis de la salle du trône. Hop. Voilà. Puisque le médaillon à l'aigle avait été cousu, réalisé, plutôt, pas cousu, il avait été tissé avec la partie centrale du tapis, dans le sens inverse du trône. Et on s'est rendu compte de ça au moment où on a installé le tapis dans la salle du trône. Donc l'aigle ne pouvait pas être dans le mauvais sens, donc on a découpé le médaillon de manière très soigneuse, contrairement à ce qui a été fait ensuite pour les N, évidemment, et il a été rentrayé dans le bon sens. Donc effectivement, là, il y avait une intervention qui avait été très soigneuse et qu'il n'a suffi que de défaire, entre guillemets, oui c'est ça, que de défaire sous la restauration pour retirer le médaillon central, ce qui explique que le médaillon central soit si bien préservé aujourd'hui. Merci beaucoup, mais il y a peut-être sans doute des questions dans la salle. J'en aurai deux, on va commencer par la première. Est-ce qu'on peut revenir à la première image, la première restauration, quand vous faites une intégration d'une chaîne? C'est une question très bête, mais à chaque fois que je suis passé dans les ateliers, je me dis, mais comment ils font? Voilà. Pour le tissage. Oui, par exemple. Non, voilà, c'est tout simplement. Comment les fils de chaîne tiennent avec le fil de chaîne existant? Parce qu'à chaque fois, on a l'impression que c'est une continuité, mais en fait, il y a un fil qui est coupé, il y a un fil de chaîne qui est rajouté, et alors j'imagine qu'il y a un nœud, mais comment il tient? Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, déjà, c'est ça, hein, c'est le chaînage. Oui, voilà. Alors, on appelle dans notre jargon chaîne dans chaîne. Donc voilà. Donc le tapis, normalement, on commence, comme je vous avais dit, toujours dans des parties saines. Et en fait, on passe le fil de coton avec une aiguille courbe, on fait un nœud, il est maintenu par un clou, on pose un clou dessus, et ensuite on continue, en fait, la chaîne jusqu'à l'autre partie saine. Et après, il devient entre guillemets autoportant. C'est-à-dire, une fois que l'œuvre est faite, en fait, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de nœud entre un fil cassé et un fil rajouté. Pas du tout. Et en fait, le chaînage est vraiment maintenu grâce à cette technique de chaîne dans chaîne, quoi. Il est enfermé dans les nœuds, dans les points noués. Alors, du coup, ça renvoie peut-être certainement à la deuxième question. Y a-t-il une historique de la restauration? Parce que on voit qu'aujourd'hui, il y a cet aspect-là. Est-ce qu'il y a une connaissance d'une évolution de l'histoire de la restauration, aussi bien d'ailleurs en tapisserie et en tapis? Est-ce qu'en gros, au XIXe siècle, on avait exactement les mêmes techniques de restauration qu'aujourd'hui, ou si ça a évolué? Alors, je pense pas on n'avait pas les mêmes techniques de nettoyage. Non. C'est évident. Mais voilà, est-ce qu'il y a une histoire technique de la restauration qui est écrite ou qui est connue? Moi, je la connais pas. Écrite, non, certainement pas. En revanche, il y a évidemment des techniques qui ont beaucoup évolué, qui ont beaucoup changé. D'abord, on était beaucoup plus interventionniste, évidemment, autrefois. Aujourd'hui, comme Julien vous l'a expliqué, on est dans la conservation, un peu dans la restauration, mais en tout cas pas dans la recréation, ou alors vraiment pour des éléments très, très rares. Mais je trouve que le tapis qui montre ça le mieux, c'est le tapis qui a été utilisé pour le salon de Meudon. C'est un tapis qui avait déjà connu beaucoup de restaurations par le passé, et ce sont des restaurations qui étaient très interventionnistes et qu'on voit encore beaucoup aujourd'hui, qui ne se sont pas fondues dans le reste du tapis. On a notamment des ajouts de laine de couleurs qui ont viré de manière totalement différente. Donc on a des laines rouges très très foncées dans des éléments beaucoup plus clairs, ce qui fait que aujourd'hui on ne se permettrait pas ce type de restauration, ça c'est certain. C'est une histoire qui reste à écrire alors. Peut-être. Un beau projet en perspective. En tout cas, pour ce retissage, ce premier tapis, c'était une demande pour, est-ce que je peux le dire? C'était normalement pour le bureau du président de Nicolas Sarkozy.
Et comme il n'a pas été réélu, et voilà, on a continué le tissage, mais pour l'exposition. Pour l'exposition. Voilà. Y a-t-il des questions? Ah zut, il y a mon tapis qui... Pardon. Quand vous regardez avec les nuanciers pour choisir les teintes ou les oui, faire les recréer, couleurs. Maintenant, les colorants sont synthétiques, c'est Oui, plus des tout à colorants fait. naturels. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez être sûr qu'en vieillissant, ça restera... Ah non, on est sûr de rien. Ouais. Elles sont beaucoup plus résistantes. Oui. Mais alors, comment elles vont virer dans 50, 60 ans? C'est impossible de le savoir. En plus, ça dépend si le tapis est déposé ou pas, s'il sera à la lumière du jour ou pas, et les passages. Non, moi j'avoue, je ne mets, enfin voilà, ce serait impossible de dire que oui, il ne bougera pas. Vous êtes restauratrice, pas voyante. En gros. Voilà, c'est ça. Mais, ce qui veut dire que les restaurations que vous faites éventuellement peuvent être retirées pour être refaites, je ne sais pas, dans 20 ans, 30 ouais. 50 ans, 100 ans, avec, pour leur redonner le même... C'est ça. En fait, maintenant, depuis 15 ans, je crois qu'on parle plus de... Enfin, on parle encore de réversibilité, oui. mais on parle surtout de retraitabilité. On peut retraiter. On peut retraiter. Merci à vous. Alors ça, est-ce qu'il arrive que les tapis soient lavés? Ah oui, en milieu à queue. Tout à fait. Lavés à grande eau, hein, je parle. Exactement, c'est ça. Il y avait 4 procédés. Je vous en avais parlé que de 2, encapsulation et à la poudre. Et les 2 derniers procédés, c'était injection-extraction, comme vous avez pu voir sur le médaillon Napoléon, le chiffre N effacé par les lauriers, et le milieu à queue. Et effectivement, on arrose copieusement, généreusement le tapis. Et en général, le tapis, il est il est pris il est dans la maison extérieure, dans leur atelier. Il est rincé à grande eau, lavé à grande eau, avec une solution nettoyante toujours, additionnée d'eau. Et ensuite, ils viennent le racler pour enlever tout le tapis. Toute l'eau. Oui, exactement. Parce que j'avais connu ça, moi, j'ai vécu en Iran et on voyait, il lavait à grande eau et avec une raclette, il faisait extraire l'eau. C'est ça. Assez impressionnant. C'est toujours on fait ça, attention à nos tapis et eux... C'est toujours ça, mais c'est toujours sur des tapis en très bon état, en général, très résistants. Et c'est pour ça qu'on l'utilise très très peu chez nous. Mais c'est un procédé qui existe. Il faut être sûr, effectivement, d'une part que les tapis soient solides, et d'autre part que les couleurs soient solides. Et il y a toujours, l'atelier ne donne jamais un tapis à laver en milieu aqueuse avant d'avoir vérifié que les couleurs tiennent bien. Évidemment, parce qu'on ne peut pas se permettre une perte de couleur dans ce type d'intervention. Mais je dis ça, mais en fait, dans un des tapis qu'on a restauré, il y en a qui a été lavé à grande eau. Celui, le 20-80... Non, pardon, excusez-moi. Le 65-95, c'est-à-dire les abeilles éteutées. Parce qu'en fait, tout simplement, il était... Très taché. Voilà. Très sale et très taché. Voilà, c'est celui-là. Ça n'a pas permis pour autant de faire partir toutes les taches, comme vous pouvez le hélas. voir. On voit encore beaucoup de taches. Il avait la particularité aussi d'avoir déjà beaucoup souffert de la lumière, etc. Et donc les couleurs étaient parfaitement fixées. On savait qu'il n'y aurait pas de perte de couleur sur ce tapis. Donc on a tenté le tout pour le tout, et en essayant de raviver les couleurs par un nettoyage très poussé, effectivement. Ça a plutôt réussi. Il est quand même beaucoup plus propre qu'avant. Oui. Ça n'a pas permis de retirer toutes les taches, puisque certaines taches particulièrement anciennes, évidemment, étaient incrustées profondément. Moi, j'avais juste une question. Avant le rhodéide, comment vous faisiez pour le calque? C'était un agrandissement au carreau, et pareil, tu perçais le papier et tu dispersais ta poudre? Je ne sais pas. Et pourtant, ça fait déjà 19 ans. En production de tapisserie, avant le rhodéide, c'était l'agrandissement au carreau. Oui. Donc après, on reportait sur les fils.
Donc, toi, c'était le même principe ou il y avait, j'en sais ou bien c'était une toile, un carton entoilé comme en basse-lisse? Non, c'était la mise au... Enfin, je pense que c'était du point compté. Hein, je crois, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Oui. C'était de point compté. Comment ça va, et surtout, je ne l'ai pas dit, mais sur tous ces tapis, il y avait des chaînes de dizaines. Ok. Et des chaînes de dizaines permettaient, en fait, c'est des chaînes colorées, Ouais, toutes les 10 chaînes, qui permettent d'avoir un repère, en fait. d'accord. Et pour pouvoir dessiner, alors je ne sais pas ce qu'ils utilisaient, Antonin. Je sais pas. Projection Exactement vidéo ce que vous avez dit. au 18e siècle, non, j'en sais rien. En fait, c'est un poncif. Oui, exactement, c'est Un le poncif. Et les poncifs étaient sur papier calque. Ouais. Et ou avant, des papiers huilés. Pour C'est ça, remplacer, c'est ça, des le papier papiers huilé. en textile, pour les cachemires, pour, même en céramique, c'est pareil, c'est le papier huilé. Merci. Y a-t-il une dernière question? Merci infiniment Merci pour ces beaucoup. explications et on se retrouve Merci au mois de mars. beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.